et Dr. Cleese va modérer. Et je veux bien que tout le monde puisse poser des questions. N'hésitez pas à venir poser des questions. Bonjour et merci beaucoup pour ces discours. Très bel accent, surtout dans les deux premières présentations. Je me demandais, question docteur, ceux qui ont diminué le contrôle des saignements, est-ce qu'il y a des facteurs biologiques ou environnementaux qui peuvent protéger ceux qui sont moins répondeurs? Très bonne question. Il y a un petit nombre d'individus qui n'étaient pas répondeurs à la thérapie. Et pour ce qui est de l'étude à laquelle j'ai fait référence, il n'y a rien qui pouvait les identifier avant le fait. Et avec le facteur 8, surtout, le niveau du facteur, le, le taux de chute de ce facteur est vraiment imprévisible chez les patients. Et donc, si vous consultez votre docteur et que vous voulez savoir un résultat, une prévision de résultat, on ne peut pas vous aider. Pardon, je n'ai pas fait mon travail. Vous devez parler très près du microphone, hein? Tout le monde qui pose et répond aux questions. Je vais poser une question à Luke et Rick. Si vous pouvez, s'il vous plaît, nous parler des conversations que vous avez eues avec votre CTH au sujet de de la thérapie génique. Est-ce qu'il vous manquait des informations et combien de temps ça vous a pris à discuter avant de pouvoir prendre une décision finale? Eh bien, bonjour Luc. On m'a donné la parole. Je ne pense pas qu'il me manquait des informations. Bon, mon médecin est ici, donc je vais faire attention. C'était super. Je, j'ai décidé de me retirer euh, après avoir assisté à un événement comme celui-ci. Et c'est sûr que il y a des gens qui ne viennent pas des événements comme celui-ci. Il faudrait certainement améliorer l'accès à l'information pour la prise de décision. Je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est très facile d'oublier que la grande majorité des personnes ne sont pas impliquées euh, dans la conscientisation. J'étais euh, conscient que, bon, mon agent de recensement avait des cibles pour recruter des hémophiles et donc il m'a trouvé. La balle était dans mon camp et on a même essayé de me faire essayer la durée de vie augmentée. Et donc, mon recenseur d'hémophilie, à chaque fois que j'avais des questions, il me disait plein d'informations et c'est très autonomisant euh, pour la collectivité, la communauté des hémophiles de savoir quelles questions on peut poser. J'ai continué de poser des questions comme est-ce que vous pouvez m'envoyer des documents sur cette protéine, même après l'avoir reçue? Je voulais avoir plein d'informations, même si on doutait de son utilité pour moi. Merci. Bonjour, je m'appelle Kelsey Bros de Saskatoon. J'ai une question pour Luc et ceux qui ont fait de la thérapie génique en février. Nous avons été sélectionnés comme site. On allait faire l'annonce, mais effectivement, nous avons aussi fait l'objet d'une fermeture en février, tout comme vous. Une des choses qui nous inquiétait particulièrement, c'était que une des personnes qui voulait participer était à 4 heures de Saskatoon et
Luc, si vous habitiez à 4 heures d'un centre, qu'auriez-vous fait? Et les autres, avez-vous des expériences avec les personnes vivant dans les régions éloignées? Oui, pour un pays comme le Canada, effectivement, c'est tellement vaste. Et bon, j'ai voyagé beaucoup en Europe et au Royaume-Uni. Et je pense que effectivement, ce n'est pas possible de donner les mêmes chances aux gens partout dans le pays. Si, par exemple, vous habitez en Irlande du Nord, c'est peut-être impossible d'avoir les mêmes services et vous devrez peut-être aller à Londres ou ailleurs dans le nord de l'Angleterre. Pour moi, c'était 1 heure et je trouvais que c'était vraiment rébarbatif. C'est quand je parlais aux Canadiens, j'ai réalisé à quel point les distances sont longues et ce serait bien dommage que la géographie empêche les gens de participer à la thérapie génique, c'est certain. Peut-être qu'on peut utiliser les drones. Ah oui, je pense que le financement des frais de voyage serait important. Et on avait un site, par exemple, dans un de nos programmes qui était intégré dans le programme. Il faudra militer pour régler cette question, mais c'est une question importante. Nous avons un grand pays. Et je ne me rappelle plus du reste de ma réponse. On y reviendra. J'aimerais entendre ceux qui suivent le sujet de la thérapie génique depuis plusieurs décennies. On voit que le, il y a des médicaments qui sont arrivés très récemment dans le marché. Est-ce que vous pourriez nous parler de la réaction actuelle des communautés de patients versus ce qu'on voyait il y a 10 ans ou 20 ans? Je peux commencer et peut-être que mes collègues renchériront. Nous avons commencé à parler, à penser à la thérapie génique alors qu'on avait une durée de vie, une demi-vie standard pour les facteurs 8 et facteur 9. Donc, la thérapie génique, c'était comme le Saint Graal et on ne s'attendait pas à ce que nous pourrions avoir des concentrés de facteur 9 à longue durée de vie que vous pourriez prendre toutes les 2 semaines et la thérapie sous-cutanée que vous pouvez injecter toutes les semaines ou tous les mois, c'est aussi nouveau. Donc, votre question est très perspicace. La- le positionnement de la thérapie génique en ce moment est très différent de ce qu'elle avait ailleurs parce il y a beaucoup de produits sur le marché. Et vous avez entendu Rick vous dire que ça faisait partie de sa décision, justement, parce qu'il pouvait arrêter d'avoir des perfusions fréquentes intraveineuses avec d'autres alternatives. Effectivement, il y a plus d'alternatives, mais la prise de décision peut devenir plus compliquée également. Je pense que j'ai suivi la question d'un point de vue de patient pendant très longtemps et jusqu'à temps qu'on se rencontre en Floride en 2016, on s'est dit que 5 ce serait super. Mais tout d'un coup, les choses ont vraiment changé, les pourcentages ont augmenté et les attentes des gens ont changé. Mais là, ça, c'était la deuxième phase. En troisième phase, on a vu d'autres résultats, la prévisibilité et la variabilité et l'efficacité. Et maintenant, les gens ont beaucoup plus de connaissances pour faire cette évaluation. On ne peut pas répéter assez que A, ce n'est pas la même chose que B, n'est-ce pas? J'ai la B. Et je suis tout simplement trop vieux parce que l'âge limite était de 65 ans. 2 micros.
Bon, si David est vieux, je parle justement de gériatrie la semaine prochaine. Peut-être que je suis vieux moi aussi. J'ai l'impression que tout le monde veut être guéri. Mais avant qu'on parle de la thérapie génique en général, on avait des conversations très différentes selon si on parlait de la A ou de la B. Et quand on a développé les, euh, les cibles de succès pour la thérapie génique par rapport aux standards actuels de soins, on a continué à poser la question aux gens pourquoi ils prennent une décision ou l'autre. Et c'est très individuel. Il peut y avoir de très bonnes raisons pour lesquelles un jeune de 18 ans, par exemple, versus une personne de 65 ans, prendront des décisions différentes. Peut-être que quand vous êtes plus vieux, vous avez moins de soutien, vous avez plus de chances de tomber et c'est possible que vous disiez oui pour avoir une décennie sans hémophilie alors qu'à 18 ans, vous auriez dit non. Donc, il y a plusieurs raisons et on n'a pas de réponse universelle, surtout pour l'hémophilie A, dépendamment de où vous en êtes dans votre vie. Rapidement, rappelez-vous que la première thérapie génique a connu le succès en 2011. Les choses n'ont pas changé beaucoup depuis. Le Roctavian, la thérapie génique pour le facteur 8, a été approuvée en août l'année dernière, alors que la FDA l'avait approuvé un mois précédent. Mais si la FDA n'approuve pas les thérapies géniques, les choses ne vont pas changer. Euh, Même d'ici un an ou deux. C'est tellement compliqué que la prochaine génération, je pense, prendra au moins 5 ans à passer à travers le processus. Donc, ce que vous regardez maintenant, c'est vraiment plutôt le menu. J'aimerais aussi dire qu'effectivement, c'est comme euh, une espèce d'annonce de ce que la thérapie génique pourrait avoir l'air plus tard. Mais on n'a pas les mêmes paradigmes de traitement que l'on a pour 80 de la population. Donc, ceci a aussi une influence. Est-ce que je peux renchérir? Je pense que pour les pays développés, la question ne se pose pas de la même façon que pour les pays en développement. On a, on commence à être prêt à avoir une thérapie de facteur 9 dans 9 pays de développement en Asie. Et ce sera vraiment un bon technologique pour plusieurs pays. C'est la même chose pour d'autres technologies également. Donc, je ne pense pas non plus qu'ils vont nous suivre dans tout ce que l'on essaye. Vous avez une dernière question? J'ai eu le privilège d'être très exposée à tout ce que fait la SCH et ça m'a beaucoup aidé. Ma question est plutôt au sujet de ceux qui ne connaissent pas nécessairement le processus d'approbation. Si on a tellement de variabilité dans l'innocuité et l'efficacité, pourquoi Santé Canada approuverait-il ce médicament? Et il en va de même pour la FDA. Ha ha ha, vous avez chacun 1 minute pour répondre à ça. C'est une bonne question. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. On ne sait pas ce que la FDA va faire et ils ont dit non plusieurs fois. Donc, ce n'est pas nécessairement tout gagné dans la poche. Je ne peux pas lire l'avenir.
Mais c'est même une question pour nous-mêmes en tant qu'organisation de patients. S'ils l'approuvent, est-ce qu'on milite pour cette thérapie? Il y a des personnes pour qui ça vaudrait la peine, mais d'autres non. Aux États-Unis, la NHF, avec lesquels j'ai passé beaucoup de temps, ainsi que le Consortium européen pour l'hémophilie, ont, euh, ont refusé une demande pour la thérapie génique pour l'hémophilie B et ils n'ont pas encore répondu pour le facteur 8. Donc, c'est possible d'avoir toute une stratégie par rapport à la façon de mm, maximiser l'importance de l'éducation. Et c'est possible que la FDA l'approuve quand même, mais ce n'est pas garanti. Nous allons donc ainsi terminer la séance sur la thérapie génique.